Et dans ce match des invités, avec nos deux invités qui sont dans l'émission ce soir, à savoir le député Modem du Gard, Philippe Berta, et Juan Martinez, le maire de Bellegarde, on va échanger. C'est-à-dire que les sociétaires vont pouvoir poser des questions aux invités, mais les invités vont pouvoir poser aussi des questions à l'autre invité. Mais d'abord, c'est moi qui démarre avec l'interview de M. Berta. Et la première question que je voulais lui poser, c'est est-ce que M. Berta, ce soir, est soulagé parce que son patron, François Bayrou, a été relaxé dans l'affaire du détournement d'argent public par les assistants parlementaires européens. Ça a été décidé aujourd'hui par le tribunal de Paris. Je ne sais pas si le mot soulagé est vraiment le bon terme. En tout cas, 7 ans pour en arriver là, je peux vous assurer que c'est long, 7 ans pour ce type de décision. Dans les conséquences, il y a une conséquence que je veux mentionner parce qu'elle m'a beaucoup touché, c'est qu'on parle des conséquences financières, on parle des conséquences politiques, mais il y a la conséquence humaine. Moi, j'étais très proche et très admiratif d'une grande femme en politique qui était Marielle de Sarnez, et je peux attester, parce qu'elle a été mise en cause à l'époque où elle était effectivement députée européenne, et c'est pas parce que ce sont des gens qui me sont proches politiquement. Quand on connaît François Bayrou, quand on connaît Marielle de Sarnez, je pense que on a là une vision de ce qui peut rester éventuellement de la droiture en politique. Et Marielle, moi je le dis, elle en est morte de cette affaire-là. Elle a déclenché une leucémie foudroyante. Elle n'a jamais pu vivre et accepter cette mise en cause parce que pour elle, c'était juste insupportable. Donc pour en arriver là au bout de 7 ans, je trouve ça relativement triste. Bon, ça conduit quand même à la condamnation de quelques élus européens qui effectivement c'était un petit peu, je dirais que peu de groupes politiques ne l'ont pas fait. Enfin, d'autres l'ont fait malheureusement et on en entendra parler à l'automne. J'ai pas compris. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est que, effectivement, quand vous êtes parlementaire, que ce soit européen ou national, vous avez une enveloppe budgétaire qui vous permet donc de payer, entre guillemets, du personnel, des collaborateurs. Oui. Cette enveloppe, donc, est faite pour payer des collaborateurs qui ne doivent être qu'au service du parlementaire pour lequel il les a engagés. Il se fait que certains parlementaires européens, ils sont très nombreux, ils sont pratiquement répartis dans tous les groupes politiques et peut-être plus d'ailleurs à l'extrême droite qu'ailleurs, ont utilisé ces collaborateurs, pour leur travail du quotidien à Bruxelles ou à Strasbourg, mais aussi pour leur parti politique. Au profit de leur parti politique. C'était ça la problématique. Est-ce que vous pensez que ça peut préjuger de la décision que prendra le tribunal dans l'affaire qui concerne Marine Le Pen en particulier Alors ça, j'ai pas trop de commentaires. Je sais pour avoir écouté, comme vous tous, qu'on n'est pas du tout dans la même dimension. Là, on est sur 23 inculpations, on est sur un système d'une autre dimension, donc elle le sait parfaitement. C'est pas ça qui va faire qu'elle l'échappera ou pas à une condamnation, en tout cas. Un mot sur la colère des agriculteurs, bien évidemment, ces derniers jours. Cette colère qui a été entendue, selon vous, par le gouvernement, en tout cas, il semblerait, puisque les agriculteurs ont décidé de rentrer dans leur exploitation, au moins jusqu'au prochain Salon international de l'agriculture. Ça me fait penser un peu à la discussion qu'on vient d'avoir sur l'énergie, quoi. Ce sont des décennies et des décennies de non-décision, de décisions dans un sens, puis dans l'autre, cultiver ça, surproduiser, ah bah non, il faut plus produire, ah bah non, il faut passer sur ce cépage. Bon, on a utilisé le fait agricole un peu n'importe comment. Moi, j'ai totalement bien compris cette colère. Elle est compliquée, cette colère, parce que je connais le monde agricole local, un petit peu, mais je le connais aussi ailleurs. Je pense qu'entre un producteur de céréales de la Beauce ou un vigneron en Bourgogne ou en Champagne et nos agriculteurs gardois, on n'est pas dans la même dimension, puisque le salaire moyen aujourd'hui d'un agriculteur, c'est 2100 €. Nous, la majorité de nos agriculteurs sont loin du compte. Bon. Donc, moi, je veux parler d'agriculture gardoise. On est dans une situation très compliquée. Très compliquée parce que nos agriculteurs gardois cumulent toutes les difficultés. On a parlé en off tout à l'heure de climat, on a parlé de problèmes d'eau, on peut parler de salinisation, on peut parler donc de petite exploitation. Les viticulteurs, ils le savent comme moi, j'en discute souvent avec eux, ils sont aussi face à un effondrement de la consommation. Ils sont aussi face à des erreurs du passé, là encore, on n'a pas été capable, dans notre région, d'exister à l'exportation. Moi, les vignerons que je connais en Bourgogne, ils n'ont pas de soucis parce qu'ils partent tout à l'export. Et nous, en France, dans le Gard et en Languedoc-Roussillon, on est dans une vraie difficulté. Donc cette colère, pour moi, était totalement légitime. Et
Je vais vous faire un aveu, j'en avais prévenu le ministre de l'Agriculture depuis bien longtemps. J'ai mon copain Luc Reynaud, qui est responsable des vins de l'Uzège, puisque je suis député d'Uzès, qui m'appelait très régulièrement, Philippe, ça va péter, ça fait des mois et des mois. Et donc, c'était totalement programmé. Et à la fois, est-ce que vous avez l'impression que le Premier ministre Gabriel Attal a entendu cette colère, y a apporté les premières réponses, et est-ce que vous êtes plutôt confiant, effectivement, pour que ce gouvernement puisse régler en partie les problèmes? Je crois qu'on n'est pas au bout du chemin, ni de la discussion, ni des décisions à prendre. Je crois que, par contre, il y a des avancées très claires. Là encore, je ne peux pas toutes les citer, mais je pense aussi, là encore, aux normes dans tous les sens. Enfin, moi, j'ai discuté avec des agriculteurs qui me confiaient que construire un dossier PAC, mais c'est des heures, des journées devant son ordinateur, et c'est pas ça que souhaite faire l'agriculteur. L'agriculteur, c'est pas son métier. Donc, on est arrivé à un degré de complexité aussi sur les retards de paiement, complexité à tous les niveaux. Donc ça, je pense que ça a été bien perçu. Donc, sur le court terme, je crois que l'effort va être fait. Ce qui sera nécessaire, on va discuter de primes à l'arrachage, on va discuter de beaucoup de choses en viticulture. Maintenant, il faut se projeter dans l'avenir. Et moi, je ne dis pas que c'est une politique de tendance dont on souffre. C'est effectivement toujours du court-termiste. Et vous avez raison. Et je vous rejoins sur une problématique classique, c'est que, comme disait Churchill, on joue plutôt la prochaine élection que la prochaine génération. Et que là aussi, c'est comme sur l'énergie, il faut regarder loin devant et faire une programmation sur un grand nombre d'années. En parlant des prochaines élections, il y a les élections européennes qui arrivent à grands pas au mois de juin prochain. On est étonné, puisque Renaissance, la majorité présidentielle, n'a toujours pas choisi sa tête de liste. Pourquoi, selon vous ? Alors là, je ne suis pas dans les secrets du montage des listes européennes. Personne ne veut y aller, en fait. Ils ont le temps. Non, personne ne veut y aller. Personne ne veut y aller. Ça ne vous aurait pas intéressé de devenir député européen ? Alors, ça m'avait été proposé, et vous avez probablement oublié que mes premiers pas en politique, c'était 2004. J'étais tête de liste aux européennes pour le Languedoc-Roussillon. En 3e position, la tête de liste de l'époque était Jean-Marie Cavada. Et effectivement, Jean-Marie m'avait convaincu en disant « ton profil scientifique », parce que on n'en parle jamais, alors que pour moi c'est tellement crucial, parce que c'est là où notre avenir se joue. La recherche, par exemple, est éminemment un domaine européen. Je prends pour un exemple que j'aime bien citer, parce que quand on voit la bêtise majeure, et la balle dans le pied que se sont tirés nos collègues, nos amis anglo-saxons, les Anglais, de sortir de l'Europe, ils en pleurent tous les jours. Et là où ils sont quand même très finaux, c'est qu'ils ont quand même réussi, au gré des négociations, à réintégrer discrètement l'Europe dans certains domaines. Parce qu'ils savent très bien que sans Europe, ils sont morts. Donc, par exemple, sur la recherche, aujourd'hui, ça y est, c'est assez récent, ça date de 3 mois. Ils vont réintégrer les programmes de recherche européens. Et puis, ils vont continuer à... De même, par exemple, j'ai un pays que je connais un petit peu, pour d'autres raisons, qui est la Suisse, qui n'est pas dans l'Europe, et qui est dans une panique totale, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, beaucoup de grands scientifiques suisses quittent la Suisse pour, j'espère, la France, pour l'Allemagne, pour malheureusement les États-Unis, parce qu'ils ne peuvent pas, et la négociation a achoppé, elle n'a pas été réussie, ils ne peuvent pas participer à l'effort européen de recherche. L'effort européen de recherche, c'est l'énergie de demain, c'est les communications de demain, c'est la santé de demain, c'est bien sûr la gestion du changement climatique de demain. Une toute dernière question pour ma part, ensuite je donnerai la parole sur le plateau. On parlait de réindustrialisation. La question que je voulais vous poser était autour du médicament, parce qu'on a entendu Emmanuel Macron, le président de la République, ces derniers mois, insister sur sa volonté de réindustrialiser les médicaments les plus importants aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez que nous allons y arriver ? Eh bien, finalement, on a toujours. Parce que vous étiez sceptique au départ. Non, mais parce que c'est une question de moyens aussi. Je le reste sur l'amont, c'est-à-dire que le médicament aujourd'hui, c'est pas le médicament d'hier, c'est plus de la chimie, c'est de la biologie, et il faut des moyens beaucoup plus conséquents, je pense, que ce que a dans la tête nos décideurs depuis des décennies. Ça, c'est clair. La réindustrialisation du médicament, moi, je voudrais quand même dire que le Gard se porte pas mal de ce côté-là. On a un petit peu oublié l'extension du site de Sanofi à Aramon. Dans la région alésienne, je vois bien le doublement du site du LFB, qui est le producteur, effectivement, des facteurs de coagulation et qui fait de la production de bioprotéines. On a oublié Salindre, où Salindre est en plein développement aussi sur plus du chimique cette fois-ci que du biologique. Donc, on n'a pas été oublié. J'espère que ça va s'accentuer. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit, quand on reprend il a été piqué, le nombre d'emplois qu'il y avait sur le bassin alésien avant, dans le cadre de la réalisation, les millions qu'on a mis pas ces dernières années, je parle de 30 ans, le compte n'y est pas. Enfin, après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait des choses. Oui, moi, quand je vais à Alès, j'y vais essentiellement pour aller à l'école des mines, pour rien vous cacher. Je dois être membre de leur conseil scientifique depuis quelques décennies. Quand je peux y aller, là, c'est plus compliqué. Je vois quand même un nombre d'entreprises autour et de start-up
qui, pour moi ni moi, me font mourir d'envie. Je vais être très clair. Et c'est peut-être pas complètement déconnecté, ou si je regarde, là encore, l'évolution démographique des deux villes en comparé, Alès continue à gagner des habitants, Nîmes depuis 3 ans en perd. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quand même quelque chose, que effectivement les fonds qu'on appelait les fonds convertes, qui étaient les fonds de reconversion des sites miniers européens, merci encore l'Europe, n'aient pas tous été toujours très très bien utilisé, je peux en convenir. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, la situation alésienne du moment, qui n'est pas la catastrophe que l'on dit. Merci Laurent. C'est les retraités qui viennent à l'Alès. Allez, Brahim Aber, votre question à Philippe Berta. Non, j'ai pas de question particulière. J'ai écouté ce qu'il disait avec attention. Et quand on parle de probité au niveau, voilà, il parlait d'agriculture, quelles sont les avancées par rapport au Premier ministre, etc. Mais j'ai regardé un petit peu. Bien sûr qu'il y a des avancées, bien sûr qu'on est tous avec les agriculteurs. C'est ceux qui nous ramènent tout dans l'assiette, en fait, les agriculteurs. Donc on en a besoin. Mais quand je vois en fait le président du FNSEA avec le nombre d'intérêts qu'il peut avoir avec les grosses entreprises, il est quand même patron de très grosses entreprises. Je l'ai vu, non mais c'est vrai. Non, je défends pas. Je me dis juste, est-ce qu'on n'est pas encore dans je pose la question, est-ce qu'on n'est pas encore dans le conflit d'intérêts? Voilà. Alors parce moi, que je ne pose pas. Non, mais intéressante. Je ne pose pas je n'ai rien contre eux. On sait très bien qu'ils se sont battus contre la grande distribution. On sait très bien que les agriculteurs dans leur ensemble, parce que c'est là où le bas blesse en fait. Bien sûr. Ils produisent, mais après ils voient pas le rendu. Et quand on voit qui est le président du FNE, je me pose la question. Je me dis, est-ce que on laisse répondre le député Bertin? Oui. C'est une bonne question, ça. On a empilé 3 lois pendant la mandature précédente, qui sont les lois Egalim 1, 2, 3, qui étaient vraiment des très belles lois pour défendre le monde agricole. Simplement, et moi c'est ça peut-être que j'ai pas suffisamment entendu pendant ce conflit, qui ont été joyeusement contournés par nos amis de la grande distribution. Et le premier d'entre eux, parce que on nous la monstre toujours comme l'espèce de chevalier blanc, le premier d'entre eux, c'est Monsieur Leclerc, qui est certainement des acteurs de la distribution celui qui se fout le plus du monde agricole et des agriculteurs. Et ça, il faudrait le répéter. Je parle pas de lui, M. Bertal. Il a immédiatement monté des centrales hors d'Europe pour pouvoir continuer business as usual et faire... voilà. Bon. Donc là, on a un vrai problème. Aujourd'hui, je ne sais pas si les menaces qui ont été données par le gouvernement à leur adresse en termes de pénalisation et de récupération d'une partie de leur chiffre d'affaires, ou en tout cas au moins de leurs bénéfices, sera suffisante pour qu'ils changent d'attitude. Mais on a cette grande distribution qui fait terriblement souffrir notre monde agricole. Allez, Sébastien, votre question à notre invité Philippe Berta. Non, moi je voulais juste relever ce qu'a dit tout à l'heure Philippe et qui peut, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, choquer les électeurs en général. Et c'est vrai, et en même temps ça fait voir où le bas blesse aujourd'hui en France. C'est quand on dit que c'est les techniciens et les deux au vol qui aujourd'hui plient le politique, et le politique, eh ben, il passe à la trappe. Et ça, c'est pas normal. Parce que normalement, c'est le sincère. Et je vais vous dire, c'est pas que là. Je le vois même dans certaines mairies, moi. Aujourd'hui, le maire... C'est le DGS qui commande? Bah, bien sûr. Et le problème, il est là. Parce que du coup, le DGS est un très bon technicien peut-être. Mais c'est pas un politique. Et c'est-à-dire, il n'a pas cette vision. Il va pas pouvoir se projeter, lui. Lui, très, très arithmétique. Il n'y a pas de sous, on ne fera pas ça, nanani, nanana. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans tous les discours. Philippe Berta, vous en pensez Moi, quoi? j'en appelle aux politiques. Non, mais moi, je crois que vous attribuez, en tout cas pour l'échelon parlementaire que je représente ici, beaucoup de capacités potentielles aux députés que je suis. Et vous savez, je suis parmi 577. Il a été réélu. Mais oui. J'ai tenté de secouer dans mon domaine de compétences, et je continuerai à le faire parce que on m'appelle aujourd'hui effectivement le Don Quichotte de l'Assemblée, quand on m'appelle pas professeur, ce qui est plutôt sympathique au demeurant, mais ça reste très compliqué parce qu'effectivement, moi je l'ai vu pendant la crise Covid, et je ne suis pas le seul à l'avoir vu, d'éminents collègues comme Delfrécy, tout ça, on a fait le même constat, on a laissé la décision effectivement à la haute administration, et on n'a pas eu présence, j'allais dire, et je m'excuse de toujours revenir là-dessus, des scientifiques n'ont pas été consultés, des médecins certainement, mais des scientifiques, et les médecins ne sont pas des scientifiques. On a une espèce de confusion mentale là-dessus, et on a laissé la décision effectivement à de grands administratifs. Juan Martinez, votre question à Philippe Berta. Je sais que M. Berta est un spécialiste. J'aimerais savoir sur quelle loi aujourd'hui, parce que je le tutoie, j'en veux le tutoyer, sur quelle loi aujourd'hui tu travailles à l'Assemblée nationale précisément.
Alors moi, j'ai pas travaillé sur une loi depuis septembre. J'ai travaillé sur un grand projet national pour une refonte complète. Alors c'est très technique, je suis vraiment désolé. Une refonte complète. Alors vous faites très court, Monsieur Bertha. Une refonte complète de notre modèle de recherche en santé, capable d'embarquer tous les acteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a là encore une décision qui n'associe pas l'ensemble des acteurs. Les acteurs, pour moi, dans un système de recherche, ce sont les scientifiques en amont, ce sont les hôpitaux, les CHU et la recherche clinique, ce sont bien sûr les industriels, et je peux vous assurer que les industriels, ils me l'ont tous dit, ne sont jamais associés aux décisions prises dans mon secteur, ce qui est un peu gênant parce qu'à un moment donné, ces industriels, eux, font des choix. Et si vous avez une déconnexion entre les choix faits en amont sur la recherche par l'État et les choix faits par l'industriel, par exemple, je prends un exemple, puisque on a une représentation dans ce département. Sanofi a fait 3 choix d'avenir. Le cancer, l'immunologie et les maladies rares. Bon. Si en amont, la recherche ne pas de moyens là-dedans, alors que tout ce que va un jour produire, les essais cliniques, la mise à disposition sur le marché, dans les hôpitaux ou dans les pharmacies, si effectivement l'amont, puisqu'aujourd'hui c'est le modèle que fait l'industriel, il valorise les produits de la recherche. Si les produits à valoriser de la recherche ne sont pas en connexion avec ces choix stratégiques, ça ne fonctionnera pas. Donc je n'ai pas réussi à convaincre de monter une grande direction interministérielle qui associe tous les ministères. On sent un peu votre frustration. Ah bah complet. On en avait parlé. Et parce que je sais que tous mes collègues académiciens de médecine, de sciences, je sais que tous les industriels sont derrière moi et que j'ai pas réussi à faire comprendre ça, qu'il fallait embarquer dans cette co-construction les acteurs que j'ai cités, et puis marginalement quand même, et je dis marginalement bien sûr de façon cynique, les associations de patients aussi. Moi, je suis responsable à Paris de ce qu'on appelle le groupe d'études des maladies génétiques, des maladies rares. C'est 3 millions d'enfants, c'est une famille sur 20, avec derrière plus de 300 associations. On en connaît une très bien parce qu'elle fait son téléthon tous les premiers week-ends de décembre. Mais on embarque tous ces gens-là dans la réflexion parce qu'ils ont un message à apporter. Bon, il vous reste 3 ans, Monsieur Bertha. L'espoir fait vivre. Il me reste du temps, mais pour l'instant, les choix dont je vais encore reparler pour être très sincère avec vous et ne rien cacher, en toute transparence, comme on dit, le 14 février à l'Élysée, parce que je suis estomaqué. Je ne comprends pas, qu'on ne comprenne pas l'importance d'avoir tous les acteurs autour de la table avant de décider quoi que ce soit. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Bertha, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. On enchaîne tout de suite avec Monsieur Martinez. Même exercice, Monsieur Bertha, préparez une question pour Monsieur Martinez. Moi, la première que je voulais vous poser pour démarrer, parce que ça concerne aussi votre territoire de Beaucaire, Terre d'Argent. Est-ce que vous avez été choqué ou interpellé par les maires des communes de votre territoire qui ont fait monter sur scène pour leurs vœux les députés du Rassemblement national en leur donnant la parole, une pratique qui n'existait pas forcément dans les autres mandats, et bizarrement cette fois-ci, peut-être parce que une espèce de décomplexion, on va le dire comme ça, je pense que le mot n'existe même pas, une attitude décomplexée à accueillir les députés RN sur scène. Moi, si vous avez pu le remarquer, je ne le fais pas. Voilà, donc moi je suis pas coureur, je suis pas... Je n'agis pas pour uniquement me faire réélire dans 3 ans. Moi, je suis moi-même. Je resterai moi-même. Et moi, non, mais ça vous a étonné. Est-ce que ça vous a étonné ou pas? Non, je n'ai pas été très étonné. Non. Que le maire de Caron, par exemple, accueille le député RN Yohann Giné. Vous savez, M. Samari, Abdel, je crois que je suis rarement étonné quand même. Je suis rarement étonné dans les fonctions qui sont les miennes et dans mon quotidien aujourd'hui. Je suis souvent étonné par mes patients, parce qu'ils ont une force terrible. Et je dis que Philippe Bertha, il peut apparaître un peu comme quelqu'un de perché, mais c'est quelqu'un de très important pour notre pays. Parce que avoir un élu de la République qui a une science comme il a, et un engagement profond, c'est très important. Moi, je ne suis pas étonné par ce que vous venez de dire. C'est le folklore ? Non, c'est pas le folklore. Je crois que les gens font ce que vous disiez. Ils préparent le tendance. Ils préparent la tendance. Vous savez, je crois que les gens... Non, mais quand même, juste pour finir, je ne veux pas insister sur ce sujet, mais sur les précédents mandats, moi j'ai eu l'occasion d'en parler par exemple avec Fabrice Verdier qui était député. On ne lui a jamais proposé de monter sur scène, de prendre un micro, de s'exprimer sur les vœux d'une commune. Ah, quand même, moi je sais pas, moi j'ai pas été député moi, monsieur Samari, et donc je sais pas, on m'a pas invité à monter sur une tribune pour parler à des vœux municipaux. On m'invite en tant que président de la communauté de communes, des fois on me donne la parole, des fois on me donne pas, j'en prends pas ombrage pour autant. Moi vous savez, le FN ou le Rassemblement national, pour moi c'est pareil.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est impossible pour moi. Voilà. C'est pas possible. Voilà. C'est même pas négociable. Voilà. Donc, je fais ce que je dois faire quand je suis à ma communauté de communes en tant que président. Je respecte les élus. Moi, je respecte les élus. Je respecte pas le fond qu'il y a derrière certains partis politiques. C'est comme ça. Je suis fait comme ça. Je disais, mon petit me disait tous les jours, papa, on me dit toujours que je suis trop gentil au boulot, je gueule pas sur les gens, etc. Mais je dis, écoute, tu as raison. Parce que moi, je suis comme ça aussi. Moi, je suis gentil. Mais il y a des choses que je ne fais pas. Pour être politique, il ne faut pas être gentil non plus. Je ne pense pas que. Voilà. Oui, moi, vous savez. On est d'accord, M. Martinez. Oui. On n'est pas tout le temps gentil. Mais je crois que sinon, on ne réussit pas en politique. Je ne pense pas que c'est trop gentil. Écoutez, je crois que je suis un gentil. Je crois que je suis un gentil. Je ne veux pas dire que j'ai réussi, mais. En général, quand quelqu'un qui dit qu'il est gentil. Je suis. C'est qu'il doit être très dur, M. Martinez. À mon avis. Mais bon, j'aimerais pas être sous la houlette de M. Martinez. Non, je crois que je suis gentil. On va parler de la communauté de communes Je suis gentil, vraiment. On va parler de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argent. C'est la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau. On a parlé effectivement des projets. C'est aussi un moyen, je crois, sur lequel vous avez insisté pour déjouer aussi probablement la discussion que nous venons d'avoir juste avant. C'est-à-dire être dans le concret, changer la vie des gens, proposer des projets, faire venir des entreprises, donner de l'emploi aussi à des habitants d'un territoire. Quelles sont les priorités sur les 3 prochaines années qui vous attendent et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors moi, c'est l'économie, d'abord, premier, c'est l'économie, parce que c'est l'emploi. Moi, je suis sur un territoire où il y a du chômage de façon de masse, notamment chez les plus jeunes, très peu de mobilité, très peu de formation. J'essaye de monter, de créer un centre de formation, mais ça va être difficile, mais on va essayer. Moi, c'est l'éco, installer des entreprises, créer de l'emploi. Moi, tous les gens qui veulent créer de l'emploi. La santé, parce que la santé est très important. On a des territoires où on est un peu dépeuplé. Bon, écoutez, on a pris la compétence au niveau communautaire. On a eu quelques réussites, il faut le dire, mais tant mieux, et il faut que ça continue. Donc, s'il y a des étudiants en médecine, en internat qui vont commencer, contactez la communauté commune Beaucaire Terre d'Argence, valérie.normand@laterredargence.fr et contractualisez avec nous, on donne une bourse. Vous en avez déjà 4, je crois. On en a c'est bien 4, ça? on en a 4. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de taper au portillon. Il faut qu'on travaille là-dessus. Ça, c'est aussi l'implication à long terme, c'est pas à court terme. C'est ça. Mais bon, voilà, c'est les deux essentiellement. Puis après, il y a la plaie, il y a l'environnement, la mobilité. Bon, comme tout le monde, on essaye. Moi, ce que je souhaite sur mon territoire, c'est de. Je pense que les gens, les gens, ils doivent regarder ce que font les élus avant de les écouter. Et du coup, un élu. Avant de les écouter, parce que voilà, je crois que c'est au premier mandat, quand on est maire, il suffit de serrer les paluches, d'être gentil, d'embrasser tout le monde. Après, au deuxième mandat, il y en a qui font beaucoup de repas pour les troisième âge. Ça fait peur. Font beaucoup de cadeaux. Oui, mais c'est la réalité. Vous savez, je suis élu depuis un petit moment, moi. Et après, il va nous dire qu'il est gentil. Je suis élu depuis un petit moment. Et puis, gentil mais malin, peut-être. Et puis, mais vous savez, aujourd'hui, le Rassemblement National, aujourd'hui, le FN, le Rassemblement National, il parle beaucoup. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est de dire toujours, ouais, il y a beaucoup de Français qui soutiennent le Bartois de là. Mais écoutez, le Bartois de là, vous savez, le Bartois de là. Mais il y a encore plus de Français qui ne veulent pas du Rassemblement National. Et ça, il faut le dire. Enfin, au sondage aux européennes, c'est pas ce qui est démontré. Mais c'est pas une majorité. C'est pas une majorité. Et c'est quand même 35%. Mais c'est pas une majorité. C'est pas une majorité. Moi, on peut pas le prendre à la légère. Ça. Non, mais est-ce que j'ai dit que je prenais à la légère, moi? Ouais. Alors là, s'il y a quelqu'un dans le département qui ne le prend pas à la légère, monsieur Habert, revoyez vos documents. Il y en a bien un qui ne prend pas à la légère, c'est moi. Et il y en a qui se moquaient de moi il y a déjà 12 ans. Et aujourd'hui, ça monte. Dans le gros du département. Ça monte. 4 députés. Ça monte. Donc, aujourd'hui, ce qu'il est vrai, c'est qu'ils parlent beaucoup, ils promettent beaucoup, ils ne font pas beaucoup de choses. On dit un mot sur Bellegarde. Là aussi, vous avez changé votre ville de Bellegarde. Il y a des travaux, il y a des installations aussi. Moi et mon équipe, on travaille depuis qu'on est élu à essayer d'améliorer le quotidien des gens. Qu'est-ce que vous disent les administrés aujourd'hui ? Dans ce contexte un peu incertain, dans cette complexité du monde, qu'est-ce que vous disent vos administrés qui viennent à votre rencontre ? Vous savez, les gens, ce sont des pères de famille, des mères de famille, ce sont des grands-parents, ce sont des jeunes. Électricité, emploi, la peur d'avoir une formation, la peur d'être pris dans la bonne filière pour faire des études, la peur toujours d'être plus précaire, de tomber au jour au lendemain, de perdre son boulot, d'avoir moins d'impôts.
de pouvoir essayer de continuer à vivre. Mais c'est la base de la société, ça. C'est ça le plus important. Et je dis souvent au niveau national, et Philippe Berta le disait tout à l'heure, il y a des gens très intelligents. Mettez au gouvernement des gens pas très intelligents. Mettez des gens au gouvernement qui ne sont pas très intelligents, là, qui sont de chez nous, là, ou des territoires. Ne mettez pas que des gens intelligents, parce que les gens intelligents, quand ils se rencontrent, ben, ils sont très intelligents. Et ils n'ont pas les mêmes problèmes que les gens qui ne sont pas intelligents. Alors moi je disais, vous savez, on peut être beaucoup instruit et en caper rien du tout. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a besoin aussi des gens qui sont de terrain, des gens comme nous, comme vous, qui sont ancrés sur le territoire, qui ont des familles. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on va mettre au pouvoir des gens, notamment dans le Bartois de là. Ils n'ont jamais travaillé. Ils vont se retrouver, les types, ils veulent être Premier ministre. Ils n'ont jamais travaillé, ils sont députés. Ben, écoutez, les travailleurs, ils ont du souci à se faire quand même. Philippe Berta, votre question à notre invité Juan Martinez. Ouais, comme on a eu un début d'échange d'amabilité, moi je vais renvoyer la balle parce que ce que j'aime beaucoup chez Juan, c'est effectivement cette rigueur intellectuelle et cette rigueur morale. Je crois qu'on fait partie tous les deux de personnes qui ont encore, et on n'est plus très nombreux, une idée de ce qu'était le passé, de ce que ce pays a eu à vivre, ce que ce continent européen a eu à vivre, et que déjà, rien que cela, ça évacue forcément beaucoup de choses, et que le risque de l'extrémisme et du populisme, c'est un risque fort, et c'est notre combat partagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure en aparté, il n'y a plus d'autre solution. Il y a la démocratie. Alors la démocratie, vous l'avez dit, elle a ses travers, mais on n'a pas encore trouvé quelque chose de mieux. Donc vivons-la, essayons de la faire évoluer, il y a du boulot. Mais si effectivement on commence à ne plus la reconnaître comme le modèle enviable, je pense qu'on sera d'ici quelques temps plus autour de cette table en train de disserter. C'est ça la réalité. Ensuite, effectivement, on a affaire à des gens qui n'ont strictement aucun programme, aucun projet. Moi, je pourrais vous... Enfin, j'aimerais bien que certains électeurs d'extrême droite soient dans ma peau au quotidien à l'Assemblée et qui mesurent la réalité de ces gens-là. Oh, pas la réalité portée à l'écran avec la cravate, etc., mais la réalité du propos. Faites-le, invitez des citoyens. Moi, je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu plein fouet. Mais vous pourriez le faire. Mais oui, je le fais. Vous pourriez inviter des structures, des associations, mais pas forcément... Mais ils vont pas rencontrer ces acteurs-là. Non, mais qu'ils assistent à une séance publique. Eh ben, la séance publique, le RN a fait un choix qui est très simple. D'abord, effectivement, c'est tenue correcte exigée et on se tait. Si on fait une prise de parole, obligation de citer Marine Le Pen toutes les 2 à 3 phrases maximum. Et quel que soit le thème, de toute façon, que ce soit le thème de l'éducation, que ce soit le thème de la recherche, le thème de l'audiovisuel, le thème de la culture, ça reviendra au problème de l'islam. Toutes les conversations, tous leurs discours ne sont focalisés que là-dessus. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai vécus, j'arrive à la question. J'ai vécu par exemple le budget de la culture, une seule proposition dans le budget de la culture fait par le Rassemblement national, c'est interruption immédiate de toute relation culturelle avec le continent africain. Chapeau les mecs, bravo, ça c'est... porté très très loin. Je prends un autre exemple sur l'audiovisuel public, parce que je suis dans une commission qui décide aussi des budgets de l'audiovisuel public. Un seul proposition, évidemment, privatisation immédiate de France Télévisions et de Radio France. On voit à peu près à qui ça pourrait profiter. C'est pas aux hommes de médias qui sont ici que je vais faire le dessin. C'est à peu près toujours cela, c'est-à-dire rien de constructif. Bon. Moi j'ai juste une petite question, je sais même pas si ça dépend de ton territoire. Moi je suis pas député de ce coin-là, mais j'ai été pas invectivé, mais j'ai été accroché l'autre jour par quelqu'un qui est venu me parler d'un dossier que je connais un petit peu, qui est le dossier Virbac. Je connais Virbac pourquoi ? Parce que Virbac a un gigantesque centre de recherche à Sophia Antipolis, et c'est d'ailleurs là où s'est conçu le premier, ça intéresse beaucoup de gens, le premier vaccin contre la leishmaniose du chien. Et Virbac a un centre de production historique de mémoire qui doit être du côté de Vauvert. Cette extension de Virbac, ça revient à peu près à toujours la même chose, je veux bien, mais pas à côté de chez moi, qui vont donc, effectivement, qui est aussi un vendeur au même titre que le groupe Mars et Royal Canin de croquettes, pose problème. Et j'ai promis de m'y intéresser à ce problème, et peut-être même d'aller voir sur place, parce qu'on en est déjà à des discussions de localisation. On en est où sur ce dossier-là ? Alors, c'est pas chez moi. C'est pas chez toi ? C'est à la C'est dommage. Régler le problème. C'est dommage, c'est à la Golonime. Est-ce que ça pourrait... Parce que Franck Proust devait être sur ce plateau Je crois que c'est à Saint-Gilles. Garon. Non, maintenant c'est à Garon. C'est à Garon. C'est à Garon. Alors, écoutez, parce que
La zone, je crois qu'elle est sur le territoire de Saint-Gilles, mais c'est On va très pas recommencer proche avec de la ville de problématique Garon. de l'aéroport. Hein. Mais c'est pareil, je crois qu'on est dans le même cas. Donc c'est l'agglo de Nîmes qui porte ce C'est une dossier. question d'odeur en fait. Sur Je pense les que nos c'est chiens une par question rapport à d'odeur. Royal C'est les Canin. citoyens de Garon qui sont contre Tout à ce fait. projet, Je sais que c'est une puisque question d'odeur, mais l'usine- Alors, je crois là que le encore, conseil municipal de Garance a voté contre. hein. Oui, tout le monde Voilà. a voté contre. tout le monde a voté contre. Mais il Sauf faudrait que quand même- Virbac ça serait quand semble même bien de dire trouver une solution, avec quoi. Nîmes Métropole qu'en fait aujourd'hui les Malheureusement. nouveaux procédés qui sont utilisés évitent les problématiques de nuisance et d'odeur. Ben, je vais aller voir ça sur C'est compliqué d'avoir de la musique. Sébastien Miglior, votre question à Juan Martinez, on arrive au bout de l'émission. Eh bien, j'en ai pas. Non, je rigole. Je rigole. Non, moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous dites et je trouve que c'est intéressant. Je vous connaissais pas avant de venir. Il y a des choses qui sont très très bien dans ce que vous dites. Et en même temps, je me dis qu'on a énormément de boulot devant nous. Et ma question, sincèrement, c'est vous aujourd'hui, puisque on est d'accord tous les deux, vous n'êtes pas sur la carrière et tout ça. Est-ce que vous avez préparé la relève, surtout à vous, puisque vous êtes dans une équipe avec la municipalité, et est-ce que c'est en même temps facile aussi pour cette relève de pouvoir faire des choses? Écoutez, nous on est une équipe, un mixte entre jeunes et moins jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes entre 35 et 45 ans. Écoutez, j'aurai une relève assurée dans mon équipe le jour où je m'arrêterai d'être Mais il n'a pas élu prévu local. de s'arrêter en Mais 2026. bon, pour l'instant, Il sera les- nouveau candidat à la mairie de Bellegarde. Pour je vous l'instant, les rassure. 26, on verra, mais en tout cas, oui, j'ai une relève, il y a des jeunes bien. C'est pour ça que quand on parle de politique, il faut parler aussi des gens comme vous, des gens qui sont impliqués dans leur cité, des jeunes et moins jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont impliqués. Et je pense que la politique, c'est important pour la vie de la cité, c'est très important. Eh oui, c'est régional. Et tous les gens qui font de la politique ne sont pas des vendus, ne sont pas des pourris. Moi, localement, il y a beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de gens pas bien aussi, c'est comme ça, c'est normal. Mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans leur territoire. Et ça, je crois, il faut aussi pas faire du bashing contre les hommes politiques. Allez, Brahim, pour terminer. Il faut éviter qu'il y ait de pas bien, mais vous avez raison. Mais l'objectif, c'est pas de former des gens qui vont faire quelque chose de mal dans le cadre de la politique. On est d'accord. Donc après, chacun fera ce qu'il fait, ce qu'il Eh, veut. Non, mais parce que Allez, vous disiez, votre il y a des question, bien et pas bien. ouais. Donc, la question. On est à 58 minutes. Le maître du temps, Abdel. Alors, c'est 4 minutes et 30 secondes. Ma question, elle est simple. Tout à l'heure, vous avez parlé en fait de pouvoir composer avec toute forme de parti politique, alors, parce que vous êtes président en fait de votre comité de communes. Et si demain, par exemple, parce que vous disiez que vous refusez de travailler avec tout parti d'extrême, si demain, par exemple, le RN avait une idée constructive, enfin, quand je dis le RN, le maire de Beaucaire, parce qu'il n'y a que Beaucaire qui est RN dans votre comité de communes, on est bien d'accord, et qui proposerait une bonne idée sur le développement économique, parce que vous en faites votre fleuron de votre territoire, comment vous le travaillerez en fait? Est-ce que vous serez prêt à ne pas travailler avec eux parce que c'est quand même le RN, ou vous prendrez l'idée quand même avant tout pour les concitoyens de la communauté des communes? Je me suis pas fait bien comprendre. Je suis élu du. Excusez-moi de ne pas avoir bien non, c'est moi. Je suis président d'une Comcom, et dans ma Comcom, il y a des élus qui sont de la ville de Beaucaire, qui sont d'un bord politique différent du mien. Comme d'autres élus de mon territoire sont des élus d'autres différents du mien. Moi, je travaille avec l'ensemble des élus. Je fais pas de différence. Je fais juste différence quand on parle de politique politicienne. Mais ça, la politique politicienne, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas pour moi. En tout cas, pas de ce côté-là. Voilà, c'est pour ça. Moi, je travaille avec tout le monde. Je travaille pas avec le Rassemblement national, moi. Je travaille avec des élus du territoire. Si les élus apportent des choses bien, bon, ils votent 75% de délibération du conseil communautaire. 75%, c'est pas mal quand même. Donc, aussi. Donc, ça veut dire, et ce qu'on porte aussi, on le porte aussi pour les habitants de Beaucaire, essentiellement, bien sûr, parce que c'est la ville la plus importante. Donc, quand on installe l'entreprise, on installe 8 fois sur 10 sur Beaucaire. Quand on fait un équipement, on le fait 6 ou 7 fois sur 10 sur Beaucaire. Donc, et c'est au bénéfice des Beaucairoises et des Beaucairois. Et c'est légitime, c'est normal. Donc, moi, je fais une grosse différence entre la politique politicienne et le travail que l'on fait au quotidien dans nos collectivités. Est-ce que ça a créé quand même des tensions post la venue du porte-parole du gouvernement de l'époque, Olivier Véran? Puisqu'on sait qu'il y a eu un moment de forte tension avec le maire de Beaucaire, Julien Sanchez. Et à la fois, vous avez été courageux parce que probablement que dans ce moment-là, accueillir Olivier Véran, le porte-parole, c'était prendre un risque aussi politique pour vous. Il était délégué à la démocratie, c'était la journée de la démocratie. Absolument. C'était la journée de la démocratie. Donc finalement, j'ai trouvé que ce clin d'œil était assez important pour mon territoire. Et je me suis régalé
Et j'ai beaucoup apprécié cette venue. Mes concitoyens qui ont voulu sont venus discuter avec le ministre. Vous savez, faire venir aussi des responsables nationaux sur nos territoires, quelle qu'ils soient, je pense que c'est important. Et je voulais que sur mon territoire aussi, on parle de démocratie et qu'on ne parle pas que du Rassemblement national. Et que les médias aient une autre chose à parler que du Rassemblement national. Parce que je rappelle que le lendemain, il y avait un petit meeting dans cette ville. Donc j'ai beaucoup apprécié. Après, ils font beaucoup de communication, vous savez. Hein. Parce qu'en off, après, dans les discussions que vous avez avec le maire de Beaucaire, les choses se passent bien ou c'est quand même toujours un peu à couteau tiré? Non, moi je suis à couteau tiré avec personne. Moi, ils font de la com, j'essaie d'en faire un peu, je suis pas très bon, j'essaie de m'améliorer. Et puis voilà, donc, mais nous on fait pas que de la com, on fait beaucoup de travail au quotidien. Et je veux confirmer que c'était vraiment une belle journée parce que j'y étais et je revois ce moment d'échange avec la population sur ce parking à bâton rompu où chacun pouvait prendre la parole et ça a été vraiment, pour le démocrate que je suis, un beau moment de démocratie. Merci à tous en tout cas d'avoir été là ce soir dans l'émission. Tout de suite.